chose que je retiens, il y a l'opposition entre les deux conceptions du temps, entre Chronos et Kairos, c'est-à-dire entre l'idée d'un temps objectif, un peu abstrait, vous dites dans votre publication, qui serait simplement une espèce de contenant formel voilà, dans lequel on va mettre des choses à faire, par exemple, d'un côté, et de l'autre, l'idée de Kairos, qui est un temps vécu, qui suppose qu'on soit engagé dans l'action. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au fond, il y a deux conceptions de l'anticipation qui se dégagent de ça, c'est-à-dire d'un côté, c'est-à-dire deux rapports au futur. D'un côté, du côté du Chronos, on a le programme, la programmation, l'emploi du temps, etc. Et du côté du Kairos, on a ce que vous appelez l'anticipation, mais qu'en fait, on pourrait aussi appeler l'adaptation. Si donc ça me paraît assez intéressant. Et du coup, est-ce que l'enjeu éthique, c'est pas de permettre que le Chronos n'écrase pas le Kairos, et inversement qu'il y ait quand même des normes, en fait, des protocoles qui puissent éviter qu'on colle absolument aux situations. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu éthique à, comme le disait Léo aussi, à maintenir une autonomie du contexte et des protocoles. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, moi je n'ai pas laissé passer l'occasion de parler deux fois de Winnicott dans une soirée. Je me jette dessus, mais j'ai l'impression que le sujet s'y prête en fait. Je n'avais pas forcément vu venir comme ça. Donc vous parlez de présence à distance, il faudrait citer Mélanie Klein avant lui, mais c'est ce dont il s'agit quand il s'agit du sujet, quand il s'agit de subjectivité, quand il s'agit d'autre chose qu'une espèce de présence qui soit toujours palpable, toujours objectivable autour de nous, pour nous sécuriser, pour faire du soin. Vous savez sans doute, mais il est question de la constitution du sujet, que cette présence, elle aussi, s'internalise via un imago, et que la présence de la mère, même si elle a changé de pièce, même si elle est dans un autre pays, continue à faire, pour aller vite, à faire un peu soin. Je suis angoissé, mais ma mère existe, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et vous ne l'avez pas cité dans vos présences à distance. Je trouve que celle-là est différente et qu'elle parle de soins, et qu'elle parle de ce cadre des soins, qu'on essaie de décrire, et la question de la subjectivité dans la Constitution, qu'on n'arrive pas à valider du tout, comme constituant du cadre des soins, qu'on n'arrive pas en tout cas à valider de manière consensuelle. Oui, non, mais évidemment, la question de la présence, bon, que Winnicott se centrant sur celle de la mer, avec tout, bon, on pourrait aussi en discuter, mais c'est pas là le sujet. En l'occurrence, je pense que cette question de voilà, avoir des enfants, s'en occuper, les laisser grandir, et en même temps, qu'est-ce que c'est que l'autorité? L'autorité est une dimension temporelle très forte, hein, contrairement à l'autoritarisme, c'est-à-dire au pouvoir, qui a une dimension et c'est cet enjeu-là, me semble-t-il, qu'il y a derrière ces questions de présence, en ce qu'elles, évidemment, les parents attachants, au sens, c'est tout sauf attachant, lorsqu'ils enveloppent un peu trop, eh bien, ne laissent pas justement faire œuvre cette présence qui devient à distance, et de plus en plus à distance, etc. Donc effectivement, oui. Mais tout l'exemple justement de l'enfant qui grandit et la façon dont il est accompagné à travers cette question des présences me permet justement de montrer les enjeux à la fois de temporalisation, les possibilités que ce n'est pas réduit au localisme, et ce qui permet que justement cette attention, elle n'est pas circonscrite. Et donc du coup, lorsqu'on la situe à un autre niveau qu'à un niveau de la diadique, hein, c'est ce que j'ai essayé, bon, je n'ai pas insisté là-dessus, mais parler de présence sociale, ça permet aussi de parler
pas seulement de la situation dyadique, du soin, ou du travail, ou de la relation d'aide dans le travail social, par exemple, mais c'est aussi tout ce que les présences de la société, c'est-à-dire, et du coup, ça nous amène à penser les politiques publiques de soins, donc les politiques sociales, les politiques sanitaires, mises en œuvre ou pas mises en œuvre, hein, qui permettent justement l'état social et sanitaire, fait œuvre de présence auprès de l'individu. C'est en ce sens, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire justement jusqu'à quel point ces politiques sont de plus en plus présentistes, hein, et confèrent, qu'est-ce que c'est qu'une politique de retraite, quel mode d'être ensemble, d'interdépendance, et quelle logique temporelle de l'interdépendance on induit autour de la dimension intergénérationnelle, par exemple. Sébastien. J'ai une remarque à faire, je n'arrive pas trop à le qualifier. En fait, il y a une fois l'anticipation qui s'ajuste un peu avec le chronos, donc qui est le programme mentionné par Paul. On se donne un but, on exclut des risques, on voit les enjeux et après on y va. Et en fait, ce que je trouvais très très intéressant, c'était pertinent pour justement, je ne sais pas comment on va le nommer, une anticipation du pas de côté, une anticipation peut-être éthique. C'était quand vous avez dit à un moment donné, et s'il y avait un enfant dans la rue, qui traverse la rue. Donc là aussi, on a un but, on veut aller quelque part, mais en fait, pour arriver à ce but, on n'exclut jamais l'autrui dans nos réflexions. Et donc, par exemple, je veux aller à la gare, mais sur le chemin, j'ai toujours en tête ce qui pourrait arriver à l'autrui dans mon action. C'est ça ce que je trouvais vraiment très intéressant, ce truc. Et si jamais il y a un enfant qui traverse la rue, c'était juste ça. Voilà, anticipation, pas de côté, je ne sais pas trop. Oui, c'est vrai que c'est tout le problème qu'on évoquait tout à l'heure, hein, sur jusqu'à quel point on met, pour différentes raisons, que ce soit lié à des obligations, des contraintes institutionnelles, ou que ce soit lié à des modes de régulation d'un groupe de travail, d'un collectif de travail, etc., à développer des protocoles, des programmes de qu'est-ce qu'on met en œuvre, et donc des mises en séquence d'actions, donc vers des formes de chronologisation. Et en même temps, on voit bien que ce qui échappe toujours aux situations, on le voit bien par exemple au service d'urgence, hein, où il y a des tentatives de mise en œuvre de protocoles correspondant à telle situation, etc. Et c'est évidemment les situations qui sont à la fois les plus fréquentes, mais celles qui sont les moins attendues, qui font que, par exemple, tout le social à l'hôpital, les sans-abri, les tox, etc., qui viennent rompre un petit peu la logique chronologique du protocole mis en œuvre, parce que ça nécessite une pause qui ne correspond pas. Bon, alors évidemment, il y a des adaptations, et c'est là toute l'intelligence des services en action, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre, malgré les protocoles, des situations qui sont plus ou moins évidemment adaptées, et d'où les griefs qui sont faits à telle ou telle institution, et l'hôpital notamment subit des griefs parce qu'elle-même est liée à des contraintes. Le nouveau management public, les contraintes budgétaires, etc., font que, évidemment, le travail par les soignants et les soignants, on ne peut pas les démultiplier comme ça à l'envi. Quand ils ne sont pas là, ils font avec, et c'est là où ils sont eux-mêmes amenés à être en souffrance parce qu'ils n'ont plus le sens de leur travail, hein, lié à des formes de dérèglement temporel, c'est-à-dire d'inadaptation de leur activité à la situation.
Bon, merci beaucoup. De rien. à tous les deux. Merci.